Hackathon. Déjà 1 an que sur toi mon regard s'est posé. D'un simple sourire, une flamme s'était éveillée. Un premier rendez-vous et vite l'envie de recommencer. Plus souvent, plus longtemps, mais sans jamais se lasser. Quelques millions de mots échangés et plein de choses partagées. Des idées, des projets, des rires, des silences, des désaccords, des visions de l'avenir. Des moments câlins, des moments d'esprit, des débats sans fin, des nuits sans répit. Puis, des habitudes qui naissent et des routines installées. Et sans même s'en rendre compte, voilà nos 2 mondes entremêlés. Mais comment une courte étincelle a-t-elle permis à ce nous d'exister ? Bienvenue dans Eureka, le podcast qui fait vibrer vos neurones et éveille vos synapses. Je suis Dr Eka, neuropsychologue et désormais votre dealeuse de dopamine, prête à booster votre curiosité. Comme à chaque épisode, je vous emmène dans la magie de votre organe du savoir pour répondre aux interrogations que vous aviez ou pas et vous faire penser Eureka, ou plutôt Neureka. Au début, je dois l'avouer, ce n'était pas de l'amour. C'était surtout de l'attraction, de la fascination, de l'idéalisation. Mon cerveau cherchait surtout une forme de stimulation. Ton prénom seul suffisait à éveiller mon circuit de la récompense, anticipant un plaisir à venir. Chaque rencontre avec toi faisait vibrer quelque chose en moi. Comment te cacher qu'il s'agissait en fait de désir ? Oui, chaque fois que tu t'approchais de moi, je ressentais cet embrasement neuronal lié à l'activation de mon hypothalamus, mais aussi de mon système limbique qui amplifiait mes émotions, rendant chaque interaction encore plus intense. Lorsque nous étions ensemble, mon cœur accélérait. Ma respiration changeait comme si tout mon système nerveux s'activait à ta simple présence. Un mélange de dopamine et de cortisol maintenait cette excitation entre plaisir et tension. Il faut dire que mon cortex préfrontal s'éteignait légèrement, laissant place à la spontanéité, aux gestes et aux mots qui ne sont plus filtrés, tandis que la libération subtile des hormones sexuelles telles que l'œstrogène et la testostérone aiguisait l'attention que je portais sur toi, tant dans ma perception de ton corps, ton sourire que de ta voix. Voilà pourquoi j'ai difficilement pu résister à l'envie de répéter l'expérience d'être avec toi, portée par l'anticipation d'avoir en ta présence ces petits pics de dopamine libérés dans mon noyau accumbens. Et je comprends maintenant, après avoir lu les travaux d'Hélène Fisher, la célèbre anthropologue américaine, que ce désir n'était pas un simple frisson passager. C'était un moteur, une force neurobiologique conçue pour me faire revenir vers toi, encore et encore. Il ne cherchait pas seulement le plaisir, il cherchait la proximité, l'investissement. Le désir me donnait une raison biologique de rester, de m'impliquer, de créer des occasions, de construire du lien. Sans ce désir, rien n'aurait probablement pu commencer. Pas de continuité, donc pas de terrain pour que l'attachement puisse émerger. Et je sais, à travers tes regards et ta présence constante, que ton cerveau te poussait toi aussi à revenir vers moi. Progressivement, nos émotions, nos intentions et même nos gestes ont commencé à se synchroniser sans que nous puissions le réaliser. Quand je ris, tu souris presque en même temps. Quand je tends la main, tu adaptes ton mouvement au mien. Grâce à nos neurones miroirs, nos cerveaux ont commencé à s'harmoniser l'un avec l'autre. Un rythme partagé qui a vite rendu nos interactions si fluides, si naturelles et étonnamment intuitives. Comme si, sans le savoir, nous lisions nos intentions et nos émotions et que le désir, par sa chimie et ses circuits cognitifs, nous poussait à être en phase, à anticiper l'autre, à nous comprendre avant même que les mots ne soient prononcés. Une forme de magie qui nous a menés pas à pas à être à 2 aujourd'hui. Le désir nous a rapprochés et dans cette proximité, quelque chose a commencé à changer. Jusque-là, mon cerveau ne te voyait pas tel que tu étais. Il te voyait tel qu'il voulait que tu sois, plein de promesses. Mais c'est sûrement ce qui a attisé ma curiosité à explorer l'éventualité de construire quelque chose avec toi. De la dopamine, un peu plus de testostérone, un soupçon de cortisol et un peu moins de sérotonine. Voilà le cocktail neurochimique qui m'a gardé suffisamment envoûtée. Et j'avoue, quelque peu obsédée. Obsédée, mais aussi intensément motivée par toi, focalisée sur toi, presque dévouée à toi. Mes priorités ont rapidement changé. Mon organisation mentale s'est réorientée. Mes choix, mon temps, mon énergie, mes décisions quotidiennes se sont ajustées à nous. Tout simplement parce que pour mon cerveau, tu étais devenu central, presque
quasi vitale. Et puis un jour, quelque chose a changé, comme un retour à la réalité où tes défauts n'étaient plus masqués par toutes tes qualités. Mon cortex préfrontal a repris de ses fonctions et tous les biais cognitifs qui m'avaient inconsciemment poussé jusque-là dans tes bras se sont désormais estompés, me mettant face à mes premières désillusions, à nos premières déceptions. C'était la fin de l'idéalisation. Mon amygdale réactivée a commencé à me faire douter. Es-tu vraiment la personne avec qui je devrais continuer ? Et pourtant, notre lien ne s'est pas dissous, il s'est transformé. En fait, tous ces moments passés ensemble ont fini par modifier mes circuits neuronaux. L'excitation à la nouveauté a laissé place au réconfort de la familiarité. Après tout, je le sais déjà, la répétition crée l'attirance puis un sentiment de sécurité. C'est vrai, c'est l'effet de simple exposition dont parlait Robert Jasong qui, secrètement, fait mon cerveau confondre familiarité et fiabilité. Et puis, chacune de nos interactions a déjà ancré dans ma mémoire tout plein d'émotions liées à toi, à nous, et renforcer dans mon cerveau ce paramètre cognitif qui t'associe désormais à un état interne de bien-être, de confiance, de stabilité. C'est sûr que nos moments d'intimité et de complicité ont aussi boosté mes niveaux d'ocytocine, ce qui a renforcé ce lien entre nous. Et toi aussi, tu as dû le ressentir. Petite baisse de testostérone qui a favorisé chez toi la production d'ocytocine qui te permet aujourd'hui de te sentir plus engagé avec moi. Le simple fait de passer du temps de qualité ensemble, d'écouter la voix de l'autre, d'être assis côte à côte, a également stimulé la sécrétion de la vasopressine qui a structuré notre attachement en nous rendant plus importants l'un pour l'autre et ainsi favorisé notre engagement l'un envers l'autre. Doucement, la séduction a laissé place à l'attachement. Mon cerveau n'est plus attiré que par l'excitation que tu provoques, mais par la sécurité que tu représentes. Je ne te cherche plus seulement pour vibrer, je te cherche pour me sentir encore plus entière. Car désormais, mon système cérébral t'a désigné comme repère. Voilà comment notre passion est devenue relation, comment l'excitation est devenue engagement, comment un simple crush est devenu amour. Mais pourra-t-il durer pour toujours ? Une théorie dit que l'amour ne dure que 3 ans, mais je sais que cette théorie ne parle pas de l'amour profond. Elle parle de l'amour passionnel, de l'amour qui te prend au corps et te fait perdre la tête. Il est sûr que cette effervescence de dopamine et d'adrénaline qui nous a enivrés au début devra s'atténuer. Nos cerveaux retrouveront un équilibre, un nouvel équilibre auquel chacun de nous sera désormais intégré. L'euphorie initiale s'apaisera certes, mais quelque chose de plus durable, j'espère, prendra doucement le relais. Le compassionate love. L'amour qui repose sur l'attachement, la confiance et le soin mutuel, qui résiste aux changements et aux imprévus et qui se construit jour après jour. Quand tu écoutes attentivement ce que je raconte et que tu t'en souviens, quand tu remarques un petit détail, que tu m'accordes un peu plus de temps ou que tu poses sur moi ta main, je ressens cette sensation de réconfort. C'est parce que chacune de tes attentions répétées, aussi petite soit-elle, déclenche chaque fois la libération de vasopressine et d'ocytocine, mais aussi d'endorphines, ces petites hormones du bien-être qui rendent notre proximité non seulement agréable, mais profondément désirable. Et c'est exactement ça qui renforce chaque jour notre lien et nourrit notre attachement. Je le ressens d'autant plus maintenant que nous partageons nos passions, que nous avons des amis communs, que je t'ai présenté à mon entourage et que tu m'invites chez les tiens. Au-delà des hormones et de la chimie cérébrale, la compatibilité de notre style de vie, le partage de nos valeurs et de nos intérêts tisse entre nous un lien où l'amour devient partie intégrante de notre quotidien. Chacun de nous apprend à répondre aux besoins de l'autre, à anticiper, à soutenir, à enrichir la vie commune, dans la certitude que nous sommes là l'un pour l'autre, même quand rien de spécial ne se passe. L'amour, c'est finalement un processus, un apprentissage à deux, où chaque action, chaque attention continue de stimuler notre système de récompense, mais d'une manière plus constante et prévisible, ce qui rend notre couple plus résilient face aux aléas de la vie. Et c'est dans cette constance, dans cette affection mutuelle, que je commence à imaginer ce que l'amour pourra vraiment nous réserver. Ce qui avait commencé comme un simple crush est devenu aujourd'hui de l'amour. Ce n'est plus seulement l'excitation qui me pousse vers toi, mais l'envie profonde de te voir heureux, de construire quelque chose qui nous dépasse, de rester liés l'un à l'autre dans la durée. Avec le temps, mon cerveau a appris à associer ta présence à un état de réconfort. Et ce lien neurochimique, cette mémoire émotionnelle que l'on partage, s'ancre peu à peu dans nos neurones comme une fondation solide sur laquelle notre histoire peut s'appuyer.
alors oui, la passion s'adoucira avec les années, mais ce que nous construisons véritablement peut durer. Car l'amour n'est en fait pas un état figé, c'est un processus vivant et évolutif qui se maintient par la répétition de micro-expériences positives, par la corrégulation de nos émotions et de notre stress, et bien sûr, par la création d'une stabilité. Donc oui, si nous continuons à cultiver la curiosité, à surprendre l'autre, à créer de la nouveauté pour stimuler notre production de dopamine, si on arrive à installer un sentiment de sécurité affective par la fiabilité et la constance, à renforcer la confiance par le respect et la cohérence entre nos mots et nos actes, si on nourrit notre attachement en offrant de l'attention, en réservant des moments ensemble, en gardant de la tendresse dans notre quotidien pour décupler les décharges d'ocytocine, si on parvient à se soutenir dans nos projets, à savoir rassurer quand l'autre doute et traverser les désaccords sans se détruire, alors ce lien qui nous unit aujourd'hui peut devenir un repère qui nous accompagnera dans tous les moments de notre vie. Je sais que l'incertitude peut effrayer, l'amygdale peut nous alarmer face à l'inconnu, et les biais psychologiques liés à la peur de la perte de la liberté, de l'échec et de l'irréversibilité peuvent parfois freiner l'engagement, même quand l'attachement est réel, même quand le lien est profond. Mais aimer, tu sais, en définitive, ce n'est clairement pas être sûr de tout. Aimer, c'est choisir. Choisir de construire, choisir de rester, de faire confiance, même quand l'avenir n'est pas totalement lisible. Et aujourd'hui, je sais une chose. Mon cerveau n'a pas seulement croché sur toi. Mon cerveau t'a choisi toi, juste parce que... Voilà, c'est l'heure de se déconnecter. Merci en Shai d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé cet épisode, si cet épisode vous a autant intrigué que fasciné, exprimez-vous en commentaire. Offrez-nous 5 étoiles et partagez autour de vous. Et puis tant qu'à faire, pour ne plus rien rater de Neureka, suivez-nous sur les réseaux sociaux et ajoutez-nous en favoris sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et maintenant Angami pour ceux qui, comme moi, sont au Moyen-Orient. Au Pakistan,